et cette fascination et je suis allé toujours vers les fleuves. Je suis allé vers le Danube, naturellement. Parce que sur les bords du Danube ont vécu aussi de grands poètes que j'ai lus et aimés. J'aime beaucoup un poète allemand, Hölderlin. Mais qui dit Hölderlin dit le Neckar. Mais qui dit Neckar aussi dit le Rhin. Donc tous ces grands poètes européens que j'ai lus, que j'ai découverts, que j'ai aimés, ils m'ont quelque part tiré vers leurs origines. Je suis comme ces petits poissons qui toujours remontent vers la source. Et à travers des poètes qui n'ont pas écrit en français, qui ont été traduits en français, j'ai continué à tisser cette toile qui n'est rien d'autre que l'humanisme. J'ai parlé tout à l'heure de la Grèce, de ce merveilleux siècle d'or de Périclès. Je peux parler du siècle d'Auguste, parce que Rome aussi, le génie du grec est passé aussi par Rome. Et donc aujourd'hui, un Sénégalais, un Africain, profondément enraciné dans sa culture africaine, a voulu vous entretenir en français de quelqu'un qui, partant de la langue française, a eu un parcours d'exception, mais un parcours d'exception qui l'a fait aller au-delà de cette langue pour s'adresser à l'homme avec un grand H majuscule, à l'homme, c'est-à-dire à tous les hommes. Je vous remercie. Alors, merci de nous avoir régalé d'un si beau tableau. C'est vrai que pour moi, il y a eu beaucoup d'informations nouvelles aussi. J'avoue que, humblement, qu'on ne lit pas assez ou on n'est pas assez bien informé. Donc, une conférence tout à fait intéressante. Donc, il nous reste un petit peu de temps. Je vous propose une séance de questions-réponses, si vous avez un peu de temps. Et donc, vous avez vu que vous avez chacun des micros. Donc, la seule chose que vous avez à faire, c'est lever la main pour que je vous attribue la parole, vous présenter avant de poser votre question, et poser votre question sans oublier d'avoir poussé sur le bouton rouge pour qu'on puisse vous entendre. Il faut que la petite lumière rouge soit allumée. Et évidemment, après que vous ayez posé votre question, n'oubliez pas d'éteindre, parce que sinon, on vous entendra. Voilà, qui veut commencer ? Juste une remarque, une simple notation. Vous avez fait une comparaison avec une imposition au forceps. Eh bien, il faut reconnaître que les accouchements au forceps donnent de beaux bébés, souvent. Vous avez bien raison, monsieur. Je vous remercie parce que... Et je pense que c'est l'histoire qui est ainsi. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas aller à contre-courant de l'histoire. C'est le fait de vouloir aller à contre-courant et de ne pas avoir cette sagesse d'accepter, tout en étant même un peu critique par rapport à ce truc. Parce qu'aujourd'hui, moi je n'aurais pas été à l'aise si le fait d'aller vers la langue française constituait une rupture avec mes origines. Heureusement, ce mouvement vers la langue n'est pas rupture avec mes origines. Donc c'est une source d'enrichissement. Et c'est comme ça, je pense, que aussi se gère quelque part la paix et la sérénité du monde. Merci pour votre remarque. Merci beaucoup. Oui, bonjour, Joël Marty, Mensa France, Rhône-Alpes. Toujours autour de la naissance. Si vous pouviez resituer tout simplement sa date de naissance et plus préciser son environnement familial. Sa date de naissance... pardonnez mes références, parce qu'il y a un magnifique texte qui dit, en fait c'est Hugo, Victor Hugo, ce siècle n'avait que 6 ans. Voilà. Donc l'autre siècle n'avait que 6 ans lorsque naquit Senghor. Il est né en 1906. Senghor, on a fêté en 2006 le centenaire de sa naissance. Et la francophonie, pour dire merci à son père fondateur, en relation avec tous les États membres de la francophonie, avait décrété l'année 2006, année Senghor. Des conférences un peu presque partout pour parler de son œuvre, de son action.
Et moi, je garderai toujours, mais ineffaçable, un moment extraordinaire au cours de cette année, et notamment le 9 octobre 2006, donc le jour où il aurait eu 100 ans, ici, non loin d'ici, de l'autre côté du boulevard Saint-Germain, nous avons inauguré un pont auquel on a donné le nom de Senghor. Vous voyez d'abord la symbolique. Donner le nom d'un pont à un pont, c'est merveilleux parce que Senghor a été toujours un pont. Quel pont? C'est ce pont qui, dans le prolongement de la rue Solferino, c'est ce pont qui relie les musées d'Orsay au jardin des Tuileries, demeure des rois de France. Un jeune garçon né dans la brume des villages perdus d'Afrique et qui aujourd'hui a donné son nom à un pont qui relie les musées d'Orsay à la demeure des rois de France. Là aussi, ça participe un peu de cette exception. Et ce jour-là, mon émotion était dans le fait, mais il était aussi ailleurs. Parce que, poète, passionné de poésie, j'ai passé mon enfance à réciter « Sous le pont, Mirabeau, coule la Seine et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent ». Ce jour-là, j'ai dit « Sous le pont Senghor, coule la Seine et tout l'amour du poète sénégalais pour la belle langue française ». Voilà, ça aussi c'est un parcours d'exception. Pour relancer encore... N'oublie pas de te bonjour, présenter. Emma Mensaïd de France. Pour relancer une fois encore la polémique, est-ce que pour vous l'évolution du français aujourd'hui est considérée comme un déclin de la francophonie, puisqu'on voit bien que la grammaire évolue et parfois d'une façon assez triste et regrettable, je trouve. Est-ce que pour vous c'est une évolution comme une autre, ou est-ce qu'il s'agit réellement d'un déclin de la francophonie et du coup, un appauvrissement du langage? Est-ce que c'est pas un risque pour l'humanité? Moi, je dis que le déclin de toute langue est un appauvrissement pour l'humanité. Toute langue qui disparaît ou qui décline, c'est un appauvrissement. De la même manière, je dis que le monde est assez vaste pour faire place à plusieurs langues. D'où notre refus, nous, en tout cas nous, Sénégalais, nous, Africains, nous, disciples de Senghor, nous refusons l'impérium d'une langue voulant régir le monde. C'est un appauvrissement sans précédent. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, dans cette déferlante, excusez-moi de le dire, bon, une souplesse diplomatique m'aurait poussé à ne pas mettre ça sur la table, mais puisque vous l'avez soulevé, ben allons-y. Aujourd'hui, le segment fragile de la francophonie, le point faible de la francophonie, pardonnez-moi de le dire, mais c'est parce que vraiment, je le ressens au plus profond de moi, c'est l'élite française. Cette élite française, si prompte à déserter cette belle langue pour quelquefois nous servir une sous-langue qu'elle ne maîtrise même pas. Je suis désolé de le dire, c'est ce que je pense. N'est-ce pas? Moi, je pense qu'on ne peut pas déserter ce qui est le marqueur de soi, c'est-à-dire son identité. Tout peuple privé de sa langue est quelque part un peuple handicapé. Je l'ai dit à travers ma propre histoire. Nous, avec Senghor, une des choses que nous avons menées à côté de la francophonie, c'est tout le combat rédempteur pour nos langues nationales. Moi, je parle aujourd'hui 3 langues nationales de mon pays. J'ai ma langue maternelle, qui est le Peul, parce que je suis Pulaar, mais je parle 2 autres langues du Sénégal. Et c'est déjà un enrichissement. C'est de ces langues-là que je suis allé vers le français. Le français m'a mené vers l'anglais, dès la classe de 6e. Mais aussi, elle m'a offert le latin, dès la classe de 6e. Elle m'a offert, après le grec, elle m'a offert tant d'autres langues, qui aujourd'hui, pour moi, constituent une extraordinaire richesse. Donc, on ne peut pas s'ignorer. Et aujourd'hui, moi, je remarque que, bon, il y a beaucoup... Je suis fonctionnaire international, je voyage beaucoup et je me retrouve dans des conférences. Il n'y a pas longtemps, j'étais en Grèce pour un forum mondial. Dans un atelier,
un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères dans une salle où il y avait toutes les langues, avec tout un panel d'interprètes. Ce monsieur, fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, tout de suite a pris la parole en anglais. Et c'est le président de la séance, qui était un grec amoureux de la langue française, qui s'est opposé à cela. Et on a rappelé à ce monsieur son devoir, il est revenu vers la langue française. Et la langue française, je vais vous dire, les Jeux Olympiques, nous avons, quand le président Abdou Diouf, qui est aujourd'hui le patron de la francophonie, il est arrivé en 2003 à la tête de cette institution. Abdou Diouf, entre autres, il faut aussi le signaler, il est le continuateur de l'action de Léopold Sédar Senghor, parce que c'est lui qui a succédé à Senghor à la présidence de la République du Sénégal. Donc c'est quelqu'un qui a été un peu bordé par Senghor et qui a tout de suite a été élevé dans le culte et l'amour de cette langue et qui habitait la problématique de la francophonie. Bon. Les Jeux Olympiques, Baron Pierre de Coubertin. Et dans les textes, il est dit que c'est la langue française est une des langues officielles. Les deux, parmi les deux. Le français et tout. Et la langue d'arbitrage, c'est le français. Et ça, on l'avait oublié. On l'avait perdu. Et finalement, à tous les Jeux, les résultats étaient proclamés en anglais et puis c'est terminé. Mais nous avons mené un combat patiemment depuis les Jeux d'Athènes. Vous verrez, vous avez vu, il y a une évolution. Et chaque année, à chaque occasion de chaque Jeu olympique, il y a un grand témoin de la langue française, de la francophonie, qui est désigné. Ça a été un moment pour Athènes, je crois, Hervé Bourges. Pour Pékin, ça a été M. Raffarin. Pour Londres, la personne désignée, c'est Mme Michaëlle Jean, ancien gouverneur général du Canada. Et pour marquer la présence de cette langue qui, dans beaucoup d'organisations internationales, nous avons un programme aujourd'hui qui s'appelle le français dans la vie internationale. Nous encadrons des jeunes fonctionnaires issus des pays de l'Est et qui sont membres donc de l'Union européenne pour que tout de suite le français soit assez présent. Mais nous sommes une petite organisation, nous faisons du mieux que nous pouvons. Et nous le faisons dans l'esprit, n'est-ce pas, de cette diversité culturelle qui est un moment d'enrichissement pour l'humanité. Plutôt que donc de déserter cette langue-là, moi, ce que je dis toujours à nos amis français, à ces élites françaises, c'est que parlez les langues que vous voulez. C'est parfait, ce sera un enrichissement, mais ne désertez pas la langue française, surtout quand vous êtes dans des instances internationales, que chacun s'exprime dans sa langue et il y a des interprètes pour pouvoir faire passer les messages. Mais l'autre aspect aussi, c'est que quelquefois, quand on est dans des négociations ou bien dans des contextes diplomatiques, pour être précis et refléter véritablement sa pensée, son point de vue, le point de vue de son gouvernement, n'est-il pas préférable, par un souci d'exactitude, de parler dans celle qu'on maîtrise le plus et le mieux? Je le crois. C'est Léopold Sédar Senghor qui, toujours dans son plaidoyer pour la langue française, a dit un jour, pardonnez-moi, je cite de mémoire, il dit, qui a dit que la langue française est une langue atone pour ingénieurs et économistes. Il dit, je l'ai pensé moi-même, mais on me le pardonnera. Mais pour avoir goûté, pour avoir enseigné, pour avoir mâché cette langue, je sais quelle est la langue des dieux. Magnifique plaidoyer pour cette langue qu'il a aimée. Et la langue française a ceci, bon, nous sommes probablement plusieurs ici à parler plusieurs langues, mais regardez un peu au niveau de la concision de cette langue-là. La nuance dans la langue française. Quand on écrit de la poésie, quand on écrit certains textes, parce que bon, une de mes fonctions auprès de mon patron, c'est aussi d'être une plume, parce que j'écris. Mais ce souci constant de la précision, de la concision, je ne dis pas que ça n'existe pas chez les autres langues, dans les autres langues, hein, mais il y a une spécificité bien française là.